midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. 10h36 sur Europe 1. C'est le 1er mai, vous êtes resté tranquillement dans votre lit à faire une grasse matinée. Et vous avez peut-être prévu avec votre conjoint, avec votre conjointe, de faire un petit câlin. Mais faut-il pour autant simuler l'orgasme? C'est la question qu'on se pose ce matin avec le docteur Damien Mascret qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes médecin sexologue et on se pose donc cette question, faut-il simuler l'orgasme? Alors d'abord, commençons par le commencement. Est-ce que quand on fait l'amour, c'est automatique? Non. Non, c'est pas automatique. Ni chez l'homme, ni chez la femme. Un peu plus quand même chez l'homme que chez la femme. C'est là où est un peu l'injustice. C'est que c'est vrai qu'on peut dire un peu rapidement, après tout, on s'en fiche, c'est pas obligatoire. Et c'est vrai, c'est pas obligatoire. En pratique, quand on interroge les hommes et les femmes sur le dernier rapport sexuel qu'ils ont eu, eh bien, on a environ plus de 9 hommes sur 10 qui ont eu un orgasme et les 3/4 des femmes, quoi. Donc on voit que chez la femme, c'est beaucoup moins automatique que chez les hommes. On précise quand même que on peut prendre du plaisir sans avoir d'orgasme. Enfin, c'est pas forcément lié. Non seulement on peut prendre du plaisir sans avoir d'orgasme, mais on peut aussi, et c'est plus paradoxal, avoir des orgasmes parfois sans beaucoup de plaisir. Maintenant, les sexologues commencent à graduer. Ils disent pas vous avez eu oui ou non, mais c'est quelle intensité? Parce qu'il y a des petits, des tout petits, des ratés même presque, et des réussis. Donc il y a une question d'intensité, et ça dépend de ce qui s'est passé avant. Alors vous parlez de l'inégalité homme-femme sur cette question. Il y a ce chiffre qui me paraît totalement improbable. Vous allez essayer de me l'expliquer, de nous l'expliquer. 90% des femmes, 90% ne connaissent pas l'orgasme avant leurs 35 ans. Oui, alors ça c'est un petit peu évident parce que on parle de d'abord d'une censure qui est très forte sur les petites filles. Si elles portent la main à leur culotte, et ben très rapidement on va être censeur auprès d'elles, alors que pour les garçons on va être beaucoup plus cool, beaucoup plus relax et détendu. Donc déjà les garçons prennent l'appareil en main beaucoup plus facilement que les femmes. Mais quand on regarde quand même en détail, quand on interroge les femmes, on s'aperçoit qu'elles connaissent beaucoup l'orgasme toutes seules, mais qu'elles ne le connaissent pas forcément avec leur partenaire. Donc 90% qui n'ont pas connu l'orgasme, c'est avec leur partenaire. Car individuellement, on a des chiffres beaucoup plus performants chez les femmes en solo. D'accord, c'est-à-dire que les femmes, si elles apprennent à connaître leur propre corps, elles peuvent découvrir et atteindre l'orgasme plus facilement. Oui, puis elles y arrivent beaucoup plus facilement en solo qu'en duo, faut être clair. Alors pourquoi on simule parfois ? Alors, il y a plein de raisons. Les sexologues et les scientifiques ont notamment recensé plus de 204 raisons invoquées pour simuler. Il y en a des meilleures et il y en a des mauvaises. En pratique, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs grandes catégories, mais celle qui revient le plus souvent, par exemple pour les femmes, c'est pour le partenaire, c'est-à-dire pour faire plaisir à son partenaire ou pour qu'il ne se sente pas diminué, parce que, dans notre culture, on a donné l'impression que c'était l'homme qui devait donner un orgasme à sa partenaire. D'ailleurs, on dit donner un orgasme, on dit avoir un orgasme. Certaines sexologues américaines disent non, il faut plus dire ça, il faut dire orgasmer, parce qu'il y a un côté actif. Il faut être vraiment. Il vient de soi-même en l'occurrence. Voilà, il faut soi-même s'auto-stimuler dans son cerveau, par exemple, ou physiquement, parce que si on ne fait pas ça, on n'a que l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect sensoriel, mais pas l'aspect d'excitation. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on le retrouve, et l'aspect culturel de la chose, dans ce tweet qui nous a été envoyé par Jeanne-Marie, avec le hashtag #AlloE1, la simulation n'est pas possible lorsque vous avez comme partenaire un homme qui est à l'écoute de la femme. Vous ne pouvez pas le gruger, entre guillemets. Autrement dit, vous ne pouvez pas le tromper. Donc là encore, on est dans la logique de l'homme doit être à l'écoute de la femme pour lui donner du plaisir. Oui, il y a vraiment cette idée, effectivement, que c'est une danse qui se fait à deux, donc il faut que les deux partenaires s'écoutent, mais il y a même encore pire, c'est que non seulement on peut pas le tromper, mais même si on a l'impression qu'on a réussi à le tromper, même si le partenaire croit dur comme fer que vous avez eu un orgasme, lui son corps ne s'est pas trompé et il a bien perçu que quelque chose n'allait pas, et ça, on entre dans un cycle des problèmes sexuels. Marcel Ichou. Je ne suis pas d'accord. Non, mais il en est de l'amour et de l'acte physique comme de votre métier, la communication. Si vous n'écoutez pas les auditeurs, il peut rien se passer. Et dans l'amour, il y a quand même une partie qui est mentale, qui est psychique, qui est psychologique, et il faut pas tout réduire à des problèmes de tuyauterie, d'hormones, de chimie. De tuyauterie, vous dites-vous? Oui, de tuyauterie. D'accord. Ce sont des tuyaux. Mais justement, c'est vrai. On peut dire ça comme ça. Il faut pas en rester à ce niveau-là. Et si vous êtes vraiment à l'écoute, c'est difficile de vous
faire gruger comme dit Jeanne-Marie. Isabelle. C'est vrai qu'après mai 68, toutes nos mères, elles ont commencé à lire dans tous les magazines qu'il fallait que les femmes aient un orgasme tout le temps, et que si on l'avait pas, c'était complètement raté. Donc il y a eu beaucoup de la presse féminine, la presse tout court qui a donné toutes ces idées. Mais moi je me suis demandé aussi quel est l'impact des films pornographiques. On dit que les enfants, que les adolescents, regardent des films porno de plus en plus souvent et de plus en plus jeunes. Est-ce que là, du coup, il n'y a pas une mauvaise idée, une mauvaise image de l'orgasme qui pousserait certaines peut-être à simuler pour faire comme dans le film? Damien Mascret. Oui, c'est vrai que le cinéma, la pornographie, c'est aussi du cinéma, quoi qu'on en dise. Et clairement, il y a une simulation. Alors, ce qui est très trompeur, c'est que pour les garçons, comme très souvent l'acteur a un orgasme et c'est visible à l'écran, il se dit tout ce qui s'est passé finalement est vrai, même si c'était un acteur et c'était du cinéma. Et tout ce qu'a fait l'actrice, là aussi, peut paraître vrai et plausible, alors que dans la réalité, mais il n'y a pas une actrice de film porno qui va vous dire qu'elle a une sexualité identique à ce qu'elle fait à l'écran. Donc ce côté factice, mais en même temps avec un brin de réalité, fait que beaucoup de jeunes, effectivement, qui commencent avec la pornographie, heureusement après, on modifie tout ça, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a aussi des bonnes choses dans la pornographie, c'est-à-dire que parfois ça peut être aussi des idées, des stimulations, donc là aussi il peut y avoir à prendre, mais il y a aussi à laisser. Mais en tout cas, au début, c'est vrai que c'est très dangereux parce que, ça aiguille vers une fausse idée de ce qu'est la relation sexuelle, et surtout, il n'y a absolument pas cet aspect relationnel dont parlait Marcel Ichou. Christophe Maé, on s'attache sur Europe 1. J'ai pas de style, pourtant pas hostile, mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal, j'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file, j'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, on le sait bien, le quotidien ça nous tue, ça nous tient, ça nous fait mal. Rien de plus normal. Et tu t'enfiles dans le fil et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Christophe Maé, on s'attache sur Europe 1. Allô Europe 1. Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. Y a-t-il un lien entre le titre de la chanson de Christophe Maé et le sujet traité à l'instant dans Allô Europe 1? Une paire de menottes? On s'attache? Faut-il simuler l'orgasme? Damien Mascret, est-ce vraiment si mal que cela de simuler un orgasme? Alors, il n'y a pas de toujours et jamais, mais c'est vrai que parfois, on peut avoir des bonnes raisons de le faire. Alors, dans les bonnes raisons, en tout cas celles qui sont dans les statistiques pas liées à des problèmes sexuels, il y a simplement le manque de concentration. C'est-à-dire que on n'y est pas, voilà, c'est pas le jour, on n'y arrive pas, on sent que ça va être trop difficile parce qu'un orgasme, ça se construit sur l'excitation et parfois, on a du mal à enclencher son excitation ou à l'entretenir. Donc, dans ces cas-là,
on peut très bien se dire, bon, après tout, j'ai envie d'en terminer, terminons-en, et puis comme ça se termine habituellement quand j'ai mon orgasme, c'est souvent vrai pour les hommes, et ben on arrête comme ça. Donc ça peut être parmi les bonnes raisons. Il peut y avoir aussi le vouloir protéger son partenaire, ne pas le frustrer. Alors c'est à la fois des bonnes et des mauvaises, parce que c'est une bonne raison si le partenaire effectivement est trop narcissique et immature, bah oui, c'est une façon de le protéger, mais en même temps c'est une mauvaise raison, parce que s'il est immature et narcissique, il serait bon de travailler sur le couple pour améliorer la maturité du couple entier. Est-ce qu'on peut simuler parce qu'on a peur d'être rejeté par son partenaire? Oui, il y a beaucoup de femmes notamment qui simulent pour cette raison, parce qu'elles ont l'impression que leur partenaire paradoxalement va penser que soit elle n'est pas un bon coup comme on dit habituellement, soit simplement le pas vexer l'autre. Exactement, n'a pas fait ce qu'il faut, n'a pas été habile, parce que la virilité des hommes est très souvent placée justement mal placée, mais dans l'orgasme de leur partenaire, toujours avec ce présupposé culturel que l'homme donne l'orgasme à la femme, et à partir de là, oui, ça peut être aussi une façon d'éviter qu'on soit rejeté, parce que l'homme se met à douter si sa partenaire n'a pas d'orgasme, parce qu'il pense que c'est lui qui est défaillant. Et une question d'ordre assez technique là pour le coup, mais comment l'homme peut-il simuler l'orgasme? Alors la question a été posée par des universitaires canadiens, et on s'aperçoit que les hommes, effectivement, environ un quart des hommes disent qu'effectivement il leur arrive de simuler. Souvent c'est parce que ils ont envie d'arrêter, ils en ont marre. Parfois ça peut être simplement parce que ils sentent qu'ils vont perdre leur érection, donc plutôt que d'affronter l'idée que l'érection peut fluctuer pendant un rapport, disparaître, revenir, voire disparaître complètement, ce qui n'empêche n'est pas anormal en l'occurrence. C'est même l'inverse, c'est même normal d'avoir des fluctuations d'érection. Dans ces cas-là, l'homme peut se dire tiens, j'accélère mes mouvements, j'accélère mes respirations, bref, je fais comme je fais d'habitude, tout simplement. Et puis si il y a quand même l'éjaculation qui mais bon, elle peut être entre guillemets sanctionne le fait d'avoir un orgasme chez l'homme. Elle est plus ou moins discrète, plus ou moins abondante, et donc ça peut passer complètement inaperçu. Isabelle, est-ce que la petite phrase c'était bien, c'est toujours une phrase prononcée par les hommes, ou est-ce que les femmes maintenant la prononcent aussi? Non, les femmes le disent aussi. Là aussi, dans cette étude, on s'est aperçu que 10% des femmes, quand elles simulent, bien sûr, le font simplement en disant que c'était bien et qu'elles ont eu un orgasme, qu'elles ont joué. Et les hommes font aussi pareil, 10 ou 11%, je me souviens plus, font aussi la même chose, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils en ont eu un. Bref, ils mentent directement cette fois-ci, mais pas seulement par le corps. C'est la petite interrogation, c'est alors, est-ce que c'était bien? Mais ça, c'est une erreur, parce qu'on ne doit pas être une erreur. On devrait pas être dans la performance. Maintenant, on sait, d'ailleurs, on l'a beaucoup avec la sexualité des seniors, on a maintenant cette idée que le sexe, c'est prendre du plaisir sensuel, relationnel tout au long du rapport. Si l'excitation monte suffisamment pour qu'il y ait un orgasme, il y en a un, et s'il y en a pas, il y en a pas. Alors que la sexualité adolescente est très souvent dans l'idée que effectivement, il faut que ça soit très performant. Donc quand on est jeune, on doit avoir une érection performante, on doit avoir un orgasme rapidement, facilement, multi-orgasme. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'on dit aux femmes... Il y a l'idée de performance. Il y a l'idée de performance, et on va être satisfait qu'une femme ait un orgasme très vite, et par contre, on va reprocher à un homme d'avoir un orgasme très vite, alors qu'il y a le même trop-plein d'excitation. Il y a aussi des injustices pour les hommes. Je vais pas vous faire le coach, je suis pas d'accord. Mais... Non mais ça risque d'arriver. Ça vous titille quand même. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi de la durée du couple, parce que effectivement, ces problèmes se posent quand vous êtes dans un couple qui est au tout début ou après un certain âge. Mais quand vous avez fait, je dis pas, mais 40, 45 ans de durée de couple, les problèmes se posent plus de la même façon. Et en plus, le rapport est différent. Le rapport est différent. On se connaît mieux. Voilà, exactement. C'est plus difficile de simuler. Ça va dans le sens de ce que nous dit Chris sur le compte Twitter d'Allo Europe 1. Un couple à l'écoute de l'autre pendant un rapport sexuel ne peut pas simuler car l'un ou l'autre s'en rend compte. C'est inévitable. Bon. Monique nous appelle de Vaucresson. Bonjour Monique. Bonjour. Ça va Monique? Oui, très bien. On vous écoute Monique. Oui, une question toute bête. Oui. Je voudrais savoir simplement si, dès lors où on n'est plus en couple et qu'on utilise un vibromasseur, si cela présente des risques pour la santé. Question très simple. Réponse, est-ce que ça peut présenter des risques, Damien Mascret, pour la santé que d'utiliser un vibromasseur quand on est une femme? Non, il n'y a aucun risque à utiliser des sextoys, que ce soit des vibromasseurs ou autre chose, des huiles de massage, tout est possible, tout est utilisable. On n'a pas de conséquences négatives, à condition, encore une fois, de les utiliser, c'est-à-dire en respectant les modalités d'utilisation, parce que là aussi, c'est intime, on n'utilise pas n'importe quoi, on doit les laver correctement, on doit utiliser, là aussi, se méfier de certains objets qui sont vendus dans le commerce, et qui sont pas de bonne qualité. Ne pas utiliser des objets de la maison qui peuvent être dangereux aussi. Il y a aussi des accidents possibles. Mais en dehors de ça, quand on utilise l'objet adapté de façon indiquée, il n'y a aucun risque. Monique, vous pouvez être rassurée.
Je vous souhaite une très belle journée. On vous embrasse très fort, ma chère Monique. Merci de votre appel et de votre question. Kéo Mopa nous écrit sur le compte Twitter d'Allo Europe 1. En regardant Thomas Touroud, je n'ai aucun problème sexuel. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Vive la République et vive la France. Le quiz d'Isabelle Quenard, juste après une courte pause. À tout de suite. Europe 1, 10h midi, Thomas Touroud. Présidentielle 2017, l'événement est sur Europe 1. À quelques jours du dénouement de cette campagne qui nous passionne, Europe 1 vous donne rendez-vous mercredi pour une grande soirée spéciale débat de l'entre-deux tours. Dès 17h, retrouvez Sonia Mabrouk avec les grandes voix d'Europe 1. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Poincaré jusqu'à minuit. Votre soirée spéciale débat de l'entre-deux tours, c'est mercredi 17h minuit sur Europe 1. Leclerc. Chérie, une Renault Twingo en location 4 € par jour chez Leclerc. Non. Si. Et pour 1 € de plus, tu as une Renault Clio à 5 € par jour. Non. Si. Et pour encore 1 € de plus, une Fiat Tipo. 6 € par jour pour une Fiat Tipo chez Leclerc. Non. Si. C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4 € seulement. Hors frais kilométriques liés à chaque modèle. Voir modalité et magasin sur le site location.leclerc. Twingo, Clio ou Tipo? Y a quoi comme couleur? Allô Europe 1? Allô Europe 1? Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. Merci d'être avec nous dans Allo Europe 1. C'est l'heure du quiz d'Isabelle Quenard. Le point G n'existe pas. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, le point G, c'est un peu le Père Noël. Hein. Tout le monde en parle, mais personne ne sait le trouver. Alors personne ça n'existe ne sait pas, le c'est localiser. faux, ça existe. Eh bien oui, il existe. Et en fait, il correspondrait à la prostate féminine. Un petit truc qui serait localisé. Alors ça change pour toutes les femmes. Donc messieurs, il va falloir vous appliquer. L'orgasme féminin dure plus longtemps que le masculin. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est vrai. C'est vrai. Ça peut même durer très longtemps, paraît-il. Exactement. Dans tous les cas, ce qu'on sait, que c'est celui de l'homme dure à peu près 10 secondes. Donc nous, les filles, on fait beaucoup plus longtemps. Le mot orgasme. Attendez, sur l'orgasme, il y a une différence entre orgasme vaginal et orgasme clitoridien, je crois. Damien Mascret. C'est uniquement la source de la stimulation, parce que l'orgasme est dans le cerveau. De toute façon. Donc ça a peu d'importance. Parfait. Alors, parmi les Européennes, les Françaises sont celles qui ont le plus d'orgasmes. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est faux. Eh ben, vous avez tout à fait raison. Bah oui. Parce qu'on est les avant. J'ai beaucoup voyagé. On est quasiment les avant-dernières sur la liste. Les Allemandes font mieux que nous. Angela est une coquine. Le pays où les femmes sont les plus chanceuses, les Pays-Bas. Donc c'est là où, paraît-il, la sexualité des femmes est la plus épanouie. L'orgasme arrête le hockey. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. À tenter lors de la prochaine crise, c'est quand même beaucoup plus sympa que toutes les histoires de boire un verre d'eau à l'envers et compagnie. Mais enfin, il faut encore pouvoir se le permettre. Exactement. Alice nous envoie ce tweet et ce message sur le compte Twitter #AlloE1. Je simule régulièrement car mon mari met du temps à jouir. C'est une façon pour moi d'expédier la fin de l'acte. Que faire? Non, mais c'est une vraie question là. Pour le coup, c'est un vrai sujet. Mais complètement, parce que très souvent, on ne sait pas comment arrêter l'acte. Parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on est entré dans le restaurant, il faut faire tout de A à Z, entrée, plat, de résistance, dessert. Eh ben non, on a parfaitement le droit d'arrêter un acte sexuel quand on n'a plus envie, parce que si on commence à se forcer, votre corps va vous le rappeler. C'est-à-dire que vous allez avoir une baisse de libido tout simplement parce que votre corps se prépare à l'épreuve qui l'attend. Il y aura un peu de plaisir et ensuite il y aura cette épreuve de devoir faire durer. Donc il faut terminer d'une façon ou d'une autre. L'un ou l'autre, les deux ensemble peut-être, ou simplement arrêter, ça n'a aucune importance. Mais là aussi, il faut que les deux soient assez matures pour accepter ça. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut dialoguer? Parce que là, précisément dans le cas d'Alice, c'est un sujet. Hein. Mais complètement, il faut en parler tous les deux. Parfois, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de temps, alors que moi, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à rester excité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Il faut en parler ensemble. Il faut accepter l'idée qu'on a une petite boîte noire dans le cerveau dont on ne sait pas tout, qui fait qu'on est excitable où on l'est pas, et parfois on l'était, on l'est plus. Il faut accepter ça. Sans qu'on puisse forcément l'expliquer à chaque fois. Quoi. Sans qu'on puisse l'expliquer, c'est pas un drame. Personne va vous débriefer à la fin. Vous n'allez pas téléphoner aux parents pour savoir si ça serait bien passé. Le débrief. Donc il y a aucune importance. On peut pas toujours en parler parce que simuler, ça veut quand même dire mentir. Et quand on ment, il y a une stratégie derrière. C'est pourquoi on ment. Alors si la raison pour laquelle vous mentez n'est pas dissible à votre partenaire, vous pouvez pas en parler.
Isabelle ? Il paraît qu'on peut avoir des orgasmes en dormant. C'est vrai ou c'est encore une légende urbaine? Non, c'est tout à fait vrai. On a de même qu'on peut avoir des orgasmes par la pensée. Il y a une étude qui n'a pas encore été publiée, mais qui a été faite justement aux Pays-Bas, où on voit une femme qui est multi-orgasmique et qui, effectivement, sans aucun contact, sans se toucher, dans l'appareil d'IRM, dans le PET scan plus exactement, eh bien, on voit visualiser clairement les orgasmes. Donc, on peut les avoir par la pensée. Encore une fois, l'orgasme, ça se passe dans le cerveau, donc ça se peut passer n'importe quand, n'importe où. Ça se passe surtout aux Pays-Bas, visiblement. Hein. Oui. Dans le cerveau des Néerlandaises et des Néerlandais. Oh, Sarah Kallmann nous a rejoint. Allô Europe 1. Allô Europe 1. J'ai testé pour vous. Sarah Kallmann, bonjour. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que vous avez testé pour nous, Sarah Kallmann? Qu'est-ce que vous avez testé pour nous, Sarah Kallmann? Alors, j'ai cherché des solutions pour qu'on n'ait plus à avoir à simuler, des petites astuces ou des gadgets qui nous aideraient, nous, mesdames, à atteindre l'orgasme plus facilement. D'accord. J'ai sélectionné 2 choses. La première, c'est un site internet extrêmement bien fait. Ça s'appelle Oh My God Yes, omgyes.com. Oh My God Yes. Ouais, okay. Au travers de tutos, d'interviews, de témoignages, de graphiques ou encore de vidéos, c'est un site web qui explique comment découvrir différentes manières d'atteindre l'orgasme ou d'en apprendre davantage. L'ensemble est très bien documenté, intelligent, intuitif. Il permet de répondre à toutes les questions sans tabou. La seule petite chose, c'est que c'est payant pour avoir accédé à toutes les données. Mais vraiment, c'est hyper bien fait. C'est un site comme un autre. C'est pas du tout porno ou quoi. Ouais. C'est super bien fait. Je le recommande. Et sinon, j'ai testé de façon plus concrète encore les gels orgasmiques. Ouais. Donc il y en a plein sur le marché, gel d'excitation féminine de Yes for Love, Exiliaire de plaisir de Intini ou Play-O de Durex. J'en ai parlé à mon mari qui évidemment a été partant pour m'aider dans ce test et on a choisi le Play-O de Durex. Alors. Le gel est censé me faire grimper au rideau en moins de 2 minutes et selon la notice, 7 femmes sur 10 qui avaient des difficultés à atteindre l'orgasme ont réussi grâce à ça. Alors on s'est fait une petite soirée romantique et au moment X, on a tenté le coup avec le gel. Franchement, la sensation elle est assez étrange. Je dirais que c'est une alternance de chaud-froid. J'ai pas trouvé ça super agréable au début. Après on s'habitue, l'effet s'atténue assez rapidement, en un peu moins de 10 minutes à peu près. C'est composé d'arginine pour augmenter l'afflux sanguin apparemment. Ça fait pas des miracles, mais ça décuple un peu certaines sensations. Alors pourquoi pas? On trouve le gel partout dans toutes les grandes surfaces. Ça peut être effectivement une solution, mais encore une fois, c'est ce que vous disiez, Damien Mascret. Attention quand même aux produits qui sont proposés. Des produits qui sont faits pour ça. Une bonne allergie. Oui, ça va pas aider l'orgasme. C'est pas du tout pareil, Marcel. Oui, et puis c'est peut-être pas le gel, c'est peut-être le mari de Sarah. Ah mais non, mais lui il est exceptionnel. Lui, il est parfait, bien sûr qu'il est parfait. Merci beaucoup ma chère Sarah. Merci beaucoup Damien Mascret. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci mon cher Marcel Ichou, à très bientôt. Merci Isa. À demain. Dans un instant, la suite d'Allo Europe 1, on va parler des prud'hommes. À quoi ça sert vraiment? Est-ce que c'est vraiment un parcours du combattant quand on va au prud'homme? Et puis on parlera de jardinage avec l'ami Philippe Collignon qui nous rejoindra à 11h30. À tout de suite dans Allo Europe 1. 10h midi, Allo Europe 1. Bonjour, c'est Alessandra Sublet. Je vous retrouve dès 15h30 dans la joie et la bonne humeur avec toute ma bande. Vous savez pourquoi il a des bonnes couleurs, Jérôme Anthony? Ils sont la pelouse. En slip. Ouais. Ils étaient à moto? Pas à moto, ils étaient pas à moto. Ils étaient pas à moto, Guigarlier. Et Guigarlier. Bon esprit et bonne humeur vous attendent. Alors vous aussi, venez vous installer sur les bancs de la Cour des Grands. La Cour des Grands. Merci 1000 fois. Bravo. C'est votre fidélité à la Cour.